suis ravi de t'accueillir à nouveau dans la boîte. Tu es une habituée maintenant, tu connais les lieux. Tu viens nous Merci, parler, merci de ton invitation en tout cas. Ouais. avec plaisir, tu viens nous parler du roman La Nuit des Fous, c'est chez Ouais. Récamier. Après le prix découverte de l'Iris Noir en 2022 pour Bestial, dont tu étais venu nous parler dans la boîte, hein, il n'y a pas si longtemps je le disais, eh bien Mhm. La Nuit des Fous vient de remporter le prix du polar Noir sur Ormesson en 2023. C'était, il y a quoi? Il y a quelques jours à peine. Oui, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Félicitations, comment tu te sens après ce prix pour ce livre? Euh, euh, Déjà, j'ai été extrêmement émue parce que c'est un beau trophée, surtout à peine 10 jours après la sortie du livre, donc ça c'était merveilleux. En plus de ça, le salon vraiment était super. Voilà. Il y avait une très bonne ambiance. Et puis je vais vous présenter. Il est un peu lourd, hein, mais voilà. Il est en laiton, il est très beau. Voilà, donc il est à côté effectivement, de La Nuit des Fous avec son petit bandeau rouge. Voilà. Et oui, oui, je suis super fière. C'est un livre qui me tenait particulièrement à cœur. Donc pour l'instant, il est sur une belle lancée. Donc j'ai des très bons retours de lecteurs. Donc voilà, je croise les doigts. Un lancement comme dont on rêve, hein. Bonsoir Ragnoc, bonsoir Nat, bonsoir Sylvie, ça fait plaisir de tous et toutes vous retrouver ici. Ma première question, elle va te renverser par son incroyable originalité. Vous avez l'habitude ici. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman, La Nuit des Fous? Quel en serait le pitch si tu devais te prêter à cet exercice? Alors en fait, c'est un thriller psychologique. On fait la connaissance d'Élise qui a une maladie auto-immune qui la paralyse, qui à la mort de son père découvre l'existence d'une tante dont elle ignorait totalement l'existence. Et elle découvre un dossier effectivement de cette tante qui a coupé les ponts avec sa famille depuis très très longtemps. Et étant seule, elle décide d'aller à sa recherche. Donc, elle se fait aider par un détective privé parce que voilà, la tante n'habite plus en France et puis ça fait très longtemps qu'elle a coupé les ponts. Euh, donc voilà, on est sur cette histoire où cette jeune femme elle a besoin de se raccrocher avec une racine familiale, à la fois affectivement parlant, mais aussi psychologiquement et physiquement. Et puis, parallèlement à ça, on suit une enquête policière qui démarre dans le Jura, où on découvre 5 squelettes. La datation au carbone les date aux alentours des années 75, donc ça date un peu. Mais la particularité, c'est que les squelettes ont été façonnés avant la rigidité cadavérique avec du fil de fer et les corps semblent former un code. Et donc la DIPJ de Dijon est en charge de l'affaire, mais devant la particularité des faits, enfin en tout cas de la scène de crime, ils sont très vite submergés et font appel, ils sont en co-saisine avec l'OSRPJ de Nanterre, et c'est là où intervient mon commandant Jourdain, qui passe dans une autre unité de police. Voilà. Il passe de la première DPJ au Bastion à l'OCRVP. Et au passage, salut Thibaut, salut David, qui nous dit, parce que c'est important, je viens de commencer La Nuit des Fous, ce n'est pas gênant de ne pas avoir lu les deux premiers romans. Tu voulais que ça puisse se lire de manière séparée par rapport aux deux précédents? C'était important? Alors, Ou tu préfères quand même c'était pas une dire... volonté, mais effectivement, je voulais garder le même duo de flics. Il y a un personnage que je fais émerger plus particulièrement dans ce troisième thriller, Noémie, qui était en teinte, elle était un peu en second rôle, mais j'ai voulu la remettre en puissance sur ce livre-là. Et effectivement, c'est pas une volonté particulière, mais c'était une histoire totalement différente. Et puis la jeunesse du livre faisait que de toute façon, ça ne pouvait pas être lié avec les deux précédents. Alors, ce soir,
nous n'allons pas refaire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie quand même, parce qu'il faut varier les plaisirs, cher Anouk. J'ai donc décidé de craquer le budget et de parler, ça c'est cher à Alexis Leipsker qui est passé par ici, on va parler adaptation cinéma dont tu rêves pour le roman que tu viens nous présenter ce soir, parce que je sais que tu adores le cinéma comme moi, donc on va un peu s'amuser, on va se dire que tout est possible, bah oui, tant qu'à faire. On a déjà le pitch, alors maintenant on va voir ce qu'on en fait en cinéma si La Nuit des Fous devient un film, et je te le souhaite, et que tout est possible. Est-ce que tu garderais le même titre déjà que pour le livre? Ou est-ce que tu aurais envie de faire autre chose? Je pense que La Nuit des Fous peut faire peut faire tout à fait un titre de film, oui. Je pense que ce serait assez cohérent. C'est cohérent avec l'histoire, et puis il y a quelque chose d'un petit peu, voilà, qui suscite l'intrigue. Je pense que ça pourrait fonctionner, ouais. Alexis à l'exclu au ciné. Thibaut, au passage, parce que ça fait toujours plaisir, nous dit le livre de Anouk, ma meilleure lecture de novembre, un génial équilibre entre une enquête policière, thriller psychologique. Je ne me suis toujours pas remis de la dernière phrase de ce livre, glaçant. On va l'évoquer sans en dire trop ce soir, parce que c'est ça aussi le but de la boîte. Si je te disais que tu peux engager une actrice, tiens, tu aimerais engager qui? Une, par exemple pour jouer Noémie, ou pas d'ailleurs? Alors pour Noémie, j'avais Ou pensé quelqu'un d'autre, hein. Tu es libre, comme j'ai dit. Ouais, alors j'avais pensé à des noms d'acteurs qui vont m'échapper totalement. Leïla, Seman. Seydou. Non, pas elle. C'est une brune d'origine, je crois qu'elle est marocaine d'origine. Je la vois bien camper ce rôle assez à la fois dur et en même temps doux. Les noms vont pas me venir. Un acteur, si c'est plus facile, par exemple Jourdain, est-ce que tu l'as déjà imaginé avec un Ah acteur oui, Jourdain, j'avais déjà imaginé, j'avais même noté. Il y avait Javier, un espagnol, Javier. Bardem? Ouais. J'essaie de jouer, hein. Oui, oui. Non, parce que voilà, j'ai les prénoms, je vois les visages, mais les noms ne me viennent pas immédiatement. Et quand tu écris, c'est la même chose, tu vois un physique plus que l'acteur, ou voilà, tu retiens des visages, des expressions? Non, jamais. Non, mes personnages, ils sont à la fois ils sont plus précis au niveau psychologique qu'ils ne sont précis au niveau physique. C'est après, effectivement, après plusieurs relectures, qu'effectivement, je commence à imaginer un personnage qui serait susceptible de jouer des scènes. Mais quand je l'écris, non. Je suis vraiment, je suis plutôt. C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est ce que je disais la dernière fois. On a en même temps de l'empathie, mais en même temps, je crois qu'on est plus des éponges quand on écrit. C'est-à-dire qu'en fait, on est en même temps tous les personnages. C'est ça qui est compliqué aussi à gérer personnellement. C'est-à-dire que je ne vois pas un personnage, c'est moi en fait qui parle quelque part. Hein, dans l'action, on est multiple en fait quand on écrit. Mais c'est effectivement en prenant un peu de recul qu'on peut effectivement mettre un visage sur un personnage. Mais après avoir digéré l'écriture, j'allais dire. Et Alexis Leipsker qui nous dit La Nuit des Fous, ma meilleure lecture de cette année. Rien que ça doit faire plaisir ça quand même. Parce que le monsieur sait de quoi il parle, j'ai envie de vous dire. Et on se retrouve en avril dans la boîte, je pense, Alexis. J'ai plus la date en tête, mais je pense que c'est en avril. Et au passage, Kikopédia nous dit Leïla Bekti. C'est peut-être ça? Oui, exact. Bah oui, le chat il joue avec nous. Hein. Attends, qu'est-ce que tu crois? On est au taquet. Voilà, voilà, c'est exactement j'adore cette actrice. Javier Bardem Miam, donc Nat est d'accord avec toi sur Javier. Émilie, j'ai noté ta question. Si tu voulais le réalisateur ou la réalisatrice dont tu rêves pour ce film, est-ce que tu as quelqu'un en tête? Toi? Évidemment. Mais là, je vais être très, très, très ambitieuse. Vas-y, pas de budget. Fincher, évidemment, Fincher, David Fincher. Pourquoi? Il y a un truc qui fait que c'est lui, absolument.
Parce que voilà, bon, il a fait Seven, il en a fait plein d'autres. Je trouve qu'il a une façon d'intégrer le mal, entre guillemets, de manière très insidieuse. Il a une caméra qui est assez exceptionnelle. Pour moi, c'est un maître, quoi. Il y a Scorsese aussi. Enfin bon, après, en réalisateur français, euh, François Xavier, celui qui a fait la Sambre, qui est passé sur France 2, j'adore ce cinéaste. François Xavier Lestrade. Il va y avoir un gros Voilà, combat c'est des au noms niveau de qui me la viennent à brûle réalisation. pour point. Si tu avais un pays ou une région de tournage de cœur, ben, à Émilie, c'était un peu sa question, pourquoi avoir placé l'intrigue à Dole dans le Jura? On pourra en parler si tu as envie, mais voilà, une région ou un lieu de tournage. Tu dirais quoi pour La Nuit des Fous? Bah, je pense que alors le Jura, il y a eu énormément de tournages là-bas parce qu'on a un conseil régional qui est très favorable, qui donne énormément de subventions. Euh, donc effectivement, ben, de toute façon, l'histoire prend place dans un endroit que je connais très très bien, puisque Dole Saint-Illy, cet hôtel psychiatrique, je passais devant tout le temps. Donc ce sont des lieux qui ont imprimé ma rétine. Et après, effectivement, on part dans les Cévennes. Les Cévennes, j'y étais le week-end dernier. On est dans un paysage à la fois méditerranéen et en même temps montagnard. C'est un peu rude. On est un tout petit peu en altitude. Il y a cette espèce de rudesse, cette brutalité, moi, que j'aime bien dans les éléments naturels, dans la nature, où on peut se perdre et on peut, voilà, qui donne, qui mettent en scène, qui peuvent mettre en scène facilement et bien mettre en scène des histoires de thriller polar. Tu t'occupes du scénario ou tu délègues l'adaptation? Alors, pour l'instant, de toute façon, il n'y a que Jeu de peau qui a eu une option, hein, euh, une adaptation. Je ne suis pas du tout impliquée dans le scénar. C'est vraiment, par contre, c'est quelque chose qui me tenterait énormément. Souvent, j'ai l'habitude de dire que j'écris pas, je ne fais que décrire ce qui se passe, ce qui se déroule dans ma tête. Là, je suis sur mon quatrième et j'avoue que voilà, je dors pas beaucoup parce que avant même d'écrire, en fait, je me remets les scènes, je me repasse les scènes au fur et à mesure, et je les séquence, je les modifie et après je les mets sur papier. Donc c'est vrai que j'ai une vision assez scénarisée du roman. On écouterait quoi dans la soundtrack du film? Parce que déjà avec le livre on le fait un petit peu, hein. Grâce à toi, tu nous as mis une Ben, en playlist. fait, dans La Nuit des Fous, comme j'ai fait, t'as vu, comme j'avais fait pour Bestial, j'ai une Mhm. playlist. Et là, sur cette playlist de la Nuit des Fous, il y a énormément de musique de films. Euh, il y a l'entrée en matière de Shining quand cette voiture monte dans cette forêt un peu perdue, où on sent que de toute façon il va se passer quelque chose de dérangeant. Il y a des musiques de Eyes Wide Shut, il y a énormément de musique de films, et puis d'autres musiques aussi qui sont très différentes, parce que moi pardon, je passe de l'opéra au rap, à la musique de film, je suis très éclectique là-dessus. Tout dépend de la façon, l'ambiance que je veux marquer dans un chapitre ou un autre. Et c'est génial quand on lit, on peut se mettre dans l'ambiance. Au passage, bienvenue Charlotte Le Tourneur, ça fait plaisir de t'accueillir ici. Faudra que Salut tu viennes un jour Charlotte. aussi dans la boîte, bah oui, tant qu'à faire, les Bah connaissances oui, sont là, ça fait plaisir. on se retrouve tous à Charbon Noir, à Rimbaudcourt, samedi. Samedi, pour... Alexis, Charlotte, et je crois qu'on est une petite dizaine de louves, louves du polar aussi qui seront présentes, Et donc Magali c'est chouette. Collet, bonsoir Magali, Magali qui vient aussi. nous dire Ah, bonjour. c'est Et oui, ça chouette. fait plaisir de t'avoir ici. Oui, un des derniers salons de l'année, on l'a beaucoup évoqué la semaine dernière avec Clémence Barbier qui est venue nous expliquer les coulisses de Noir Charbon à Rimbaudcourt. Mais si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin ou si vous aimez faire un peu de route, n'hésitez pas, il y a
une soixantaine d'auteurs, si je dis pas de bêtises. Ça va être la grosse fête, donc n'hésitez pas. Vous pouvez revoir le replay si vous voulez, mais merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir, ça soutient tout ce qu'on fait, et puis c'est un plaisir de t'accueillir. Un petit dernier sur ce questionnaire un peu cinéma, tu aimerais avoir qui comme premier spectateur de cette version film, si tu pouvais choisir? Tu parles Une de La scène. Nuit des Fous? Oui, de nouveau, Ah, si on... une scène qu'il faudrait passer. Non, un spectateur. Tu aimerais que... Un spectateur. Qui serait la première personne à qui tu aimerais montrer cette adaptation? La vache. J'en sais rien. Vous savez bien, les auteurs, on n'arrête pas de me dire on veut pas les mêmes questions que d'habitude. Non, mais c'est compliqué parce que, C'est en vrai. fait, si ça devait se passer, je voudrais pas un seul spectateur, je voudrais que tous ceux que j'aime soient à mes côtés parce que je pense que ça doit être extrêmement émouvant. Donc, choisir un seul spectateur, déjà peut-être moi en priorité pour voir effectivement si c'est valable ou pas, puis, et puis montrer à tous les copains, oui, ça oui, Tu sais, on peut peut-être. Mais piétiner mes questions, ça me dérange pas, hein. Tu bouscules et tu fais rentrer tout le monde, ouais, moi ça me va très bien, c'est une très bonne réponse. Salut Zora, bienvenue, ça fait plaisir. Après les 2 premiers, je me réjouis de découvrir La Nuit des Fous. Il est d'ailleurs sur ma liste de Noël. Bah oui, on approche des fêtes, faites-vous plaisir. Et en parlant de ce livre, eh ben on va en parler. Tu nous as un peu parlé de l'histoire avec le pitch. Cette histoire, c'est le fruit d'une enquête personnelle sur une affaire de famille. On va vous en dire un peu, mais pas trop, parce que voilà, hein, tout se trouve dans le livre, et donc faites-vous plaisir. Mais que peux-tu nous en dire ce soir? C'est une enquête vraiment personnelle qui a fait naître ce livre. oui, alors c'est la découverte vraiment d'un dossier qui s'est fait, c'était en juin 2020. Il est là, je l'ai même pris à mes côtés, donc vous verrez, c'est ça. Voilà. C'est des pages et des pages d'écriture, des photos. euh, Il y a des trucs absolument incroyables. C'était, voilà. À l'ancienne. Alors, à l'ancienne, tout à fait. Ouais, Mhm. ouais. Alors, on est en 53, hein. Donc, j'ai bougé évidemment le. Vous m'entendez? Ouais, ça n'a pas coupé. Ça a coupé. Euh, À mon avis, t'as touché ou t'as pas touché ça, d'ailleurs. Tu je peux sais pas. couper et revenir si tu veux. À mon avis, Tu m'entends là? je t'entends toujours. Tu peux couper et Ah, revenir. ok. Voilà, tu es revenu. Et, Tout va bien. en fait, ce dossier, effectivement, je l'ai trouvé, je l'ai étudié et, et j'ai mené ma propre enquête. Donc, il a fallu que j'aille au bout de cette histoire personnelle, familiale, pour découvrir plusieurs choses assez dérangeantes d'ailleurs. Et ensuite, bon, bah, voilà, il m'a fallu contorsionner cette histoire, la façonner, la sculpter pour en faire un thriller, le style que j'aime écrire. Donc ça vient vraiment bien d'un vrai dossier, voilà, qui est à mes côtés et qui est dans ma bibliothèque, qui sera consulté peut-être un jour par mes enfants ou autres, voilà, qui reste à disposition de la famille. Et puis j'ai pas encore fini parce que j'ai encore un niveau de recherche à faire. Tu l'as découvert quand et comment, ce dossier qui devient le point de départ de ce livre, La Nuit des Fous? Euh, En fait, je connaissais plus ou moins, je savais plus ou moins qu'il y avait quelque chose, mais c'est ma mère qui m'a confié le dossier un peu en catimini. Je te dis, on était en juin 2020. Donc elle m'a dit par contre tu me le rends demain matin, hein. Donc j'ai passé la nuit entre guillemets à déjà éplucher, à faire des photos avec mon téléphone portable parce que j'avais pas de photocopieuse, à faire des photos de tous les écrits. Euh, et je me suis dit, là, quand j'ai découvert le truc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose de ça. Donc, quelque part, c'est une sorte de revanche, hein. Bon, je suis la seule de la famille qui a eu cette opportunité, en tout cas, de crever l'abcès, de faire ressurgir un personnage de cette famille qui avait été trop longtemps oublié, voire tu, voire même totalement, totalement inconnu de la famille, quoi.
Tu as hésité avant de commencer? Tu t'es dit, Mm. je mets les doigts dans quelque chose qui... Ou est-ce Jamais, que c'était une évidence tout de suite? jamais, jamais. Jamais parce que, comme je te dis, c'était presque c'est pas une bataille, parce que voilà, l'histoire elle est passée et puis il n'y a pas d'animosité à avoir. Mais j'ai pas hésité une seconde. Je voulais justement, c'était vraiment, c'était vraiment une volonté de ma part de, voilà, de faire ressortir ce dossier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis que le livre est sorti, il y a plein de gens de ma famille qui m'appellent pour me poser des questions. Ça bouscule un petit peu l'ordre familial, sans le blesser, mais ça bouscule un peu. Ça fout un peu le bordel quand même d'avoir Ouais, écrit bah ce oui, livre. mais c'est bien. Mhm. C'est bien de foutre le bordel parce que parfois il y a des non-dits. Moi, voilà, il y avait plein de choses, c'est des secrets de famille dont on n'entend jamais parler. Et puis quand tu le découvres, tu te dis, mais voilà, c'est pas possible, quoi. Et c'est bien de crever l'abcès, au contraire, c'est vachement sain, je trouve. Tu disais quand on le crève pas, ça pourrit, ça se gangrène. C'était Ouais. salutaire. Ben, c'était salutaire. Déjà, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai des photos chez moi qui sont. Alors, je suis pas dans le passé, je suis pas dans le passéisme, j'ai pas de nostalgie, mais je suis très famille et j'aime pas les gens qu'on laisse sur le bord de la route. C'est pas possible pour moi. Alors on va évoquer un petit peu, mais pas trop. On a compris de faits réels, mais est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'il y a une part de fiction? C'est une question qui revient très très souvent. Est-ce que tu as mêlé ce que tu as découvert dans ce dossier avec ton talent de création et est-ce que tu es parti dans la fiction avec tout ça? Alors, il y a une grosse partie de fiction. Mais il y a effectivement des passages, notamment quand je parle de mon père, qui sont tout à fait véridiques. Voilà, sur son enfance, parce qu'à un moment donné, je reviens sur. Je fais un retour qui est très ténu, mais sur son enfance à lui. Tout ça, c'est vrai. Après, tout le reste est totalement romancé, hein. D'ailleurs, à tel point que ça a été compliqué parce que je me souviens très bien, j'ai mon amie Sophie Inderzé, je ne sais pas si elle est en ligne ce soir, hein, mais qui est une de mes premières lectrices, qui est psychologue, hein, qui m'aide aussi sur l'anticipation, sur la formation des personnages au niveau psy, euh, qui a lu, elle m'a dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas toi, ça va pas. Enfin, ça va pas. C'est pas toi. Et donc, ça a été compliqué pour moi parce que pendant 15 jours, j'étais au fond du trou. Je me suis dit, OK, je me suis totalement plantée, c'est foutu. Et puis, j'ai réfléchi à ce qu'elle m'a dit. Euh, et voilà, 15 jours après, je lui ai dit, mais voilà, évidemment, tu avais raison. Donc, j'ai repris le texte, je l'ai retravaillé. Je n'avais pas digéré encore. J'avais pas digéré, j'avais pas encore cette distanciation par rapport à cette histoire personnelle. Donc, ça m'a pris ça m'a pris une année. Enfin, je compte pas juin 2020, hein, parce que juin 2020, c'est la découverte du dossier. Donc, voilà, il vient de sortir en novembre 2023. Donc, la digestion, elle a été quand même, ça a été compliqué, quoi, hein. Et au passage, bonsoir, Docteur Rubric, un homme connu sous pseudo, ça fait plaisir de te voir par ici. Mais tu me disais en préparant ta venue qu'au moment de peaufiner les détails, puisque quand on écrit, il y a toujours bien la petite relecture à la fin pour calibrer les petites virgules par-ci par-là. Toi, à ce moment-là, t'as tout retravaillé en profondeur. C'était pas encore le Ah ouais, moment. Et l'impression que ça donne, c'est que cette histoire, ce livre, il t'a donné du fil à retordre. Quand tu regardes dans le rétro et que tu repenses à tout ce travail que tu as fourni, au moment où on te dit le livre est fait et que tu dis non, il est pas fait, je vais retravailler dedans, est-ce que aujourd'hui tu vois comment tout ce passage de travail et de fil à retordre, parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné quand tu m'en as parlé, quand on s'est vu. ouais.
Alors oui, c'est vrai, on est en juin. Je reçois les markups, tu sais, sur le Word, là, avec quelques corrections, des virgules, des machins, hein. Et, et puis je laisse un peu ça de côté et je pars en vacances et je relis, je le fais lire aussi à un pote, Eric Chekloun, je ne sais pas s'il me regarde ce soir. Et il me dit, ouais, super, mais là, peut-être. Et en fait, il m'a envoyé des indices. Et en relisant, je me dis, non, mais là, il y a vraiment. J'ai pas tout réécrit, évidemment, hein, mais il y avait certains passages où je me suis dit, non, là, faut pas le mettre ici. Faut pas le mettre du tout. Donc, en fait, j'ai retardé le moment où on découvre toute cette vérité et le poteau rose et oui, par contre, j'ai beaucoup bossé cet été sur le texte. Et donc, mon éditrice n'y croyait pas. Elle me dit, mais attends, on attendait que tu valides les deux, trois markups, enfin, pas les deux, trois, les markups côté de page. Et là, tu nous renvoies des trucs, quoi. Totalement. Bah ouais, bah c'est comme ça, quoi. Je pouvais pas ne pas reprendre ce travail. Encore une fois, avec peut-être le recul nécessaire, tu vois, pour avoir une vision un peu plus globale du livre et de l'intrigue. Je disais, dans ce livre, on retrouve Jourdain. Est-ce que tu peux nous le présenter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore et qui pourraient le découvrir avec ce livre? Toujours plus touchant, hein, ce Ah personnage ben oui, qui te suit. Jourdain, il a été bien malmené dans mon dernier. J'ai un retour, c'est un peu désagréable. Je vais essayer de faire avec. Ouais. Euh, Jourdain, oui, c'est un mec qui a 52 ans. Il est commandant de police. Euh, il a eu un gros problème dans Bestial. Et effectivement, dans La Nuit des Fous, il est un peu abîmé. Il est un peu abîmé, mais en même temps, ça lui donne une dimension psychologique assez importante. Dans La Nuit des Fous, en fait, c'est la folie qui le suit également, psychologiquement, il est suivi, voilà, il a pas mal de casseroles à régler. Et finalement, ça lui donne une dimension qui m'a intéressée. C'est vraiment un personnage pour lequel je m'attache énormément, de plus en plus. Et effectivement, il était là dans Jeu de mots, Bestial, dans La Nuit des Fous. Par contre, pour le quatrième, je vais peut-être faire un petit break. On en parlera à la fin de ton passage ici, un des Ouais. projets. Si Jourdain était assis là à ma place, il te dirait peut-être que t'es pas hyper sympa. Parce que, en vrai, tu malmènes un petit peu tes personnages. C'est l'amour vache quand on est dans le rôle de la personne qui écrit. Oui, parce qu'en fait, je ne veux pas, il n'y a pas de premier ni de second rôle dans mes livres. On pense parfois, quand on commence par exemple Jeu de peau, le nombre de fois où on m'a dit, tiens, ce personnage, j'étais sûre que c'était le personnage principal, et puis il va mourir au bout d'une centaine de pages. J'aime bien déstabiliser pardon, le lecteur, euh, pas avoir quelque chose de trop linéaire, et les personnages souvent secondaires sont parfois plus principaux que ceux auxquels on croit. Donc, oui, mais Jourdain, effectivement, sur le troisième, c'était compliqué pour lui. Ouais. Mais il s'en sort bien. Et puis, il y a Élise. Est-ce que tu veux nous en dire un mot de ce personnage-là? Oui, ben Lise, bon, elle a quelque chose de moi, évidemment. Elle est à la fois fragile et en même temps, elle est super forte, hein, parce que on va pas spoiler le livre, mais elle arrive à trouver des ressources personnelles bien au-delà de son physique et de sa douleur physique. C'est-à-dire que sa puissance psychologique enfin voilà,
sa puissance psychologique, effectivement, lui permet d'aller au-delà de sa douleur et de se battre. C'est un sujet à prendre avec des pincettes, tout ce qui est maladie, on va pas trop en dire évidemment, mais est-ce que c'est un sujet qui est délicat parce que il peut faire peur, parfois, à certaines personnes, lecteurs, pas lecteurs d'ailleurs. C'est un sujet où tu t'es dit, je dois bien manœuvrer pour pas... Ou bien non, en fait, c'était comme ça vient. Non, c'est comme ça vient. J'ai une amie qui est atteinte de spondyarthrite ankylosante. Ouais, c'est compliqué parfois à prononcer. Qui essaye de vivre sa vie le plus naturellement possible, mais c'est compliqué au quotidien. Mais pour le coup, ce n'est absolument pas un tabou pour elle. Elle ne veut pas être considérée comme handicapée en tant que telle, même si elle a besoin effectivement d'être un peu plus accompagnée sur certaines choses. Mais je pense que c'est des gens qui ne veulent pas être considérés comme amoindris. Ils veulent se battre aussi. C'est un beau Et donc, message, une manière de les mettre en lumière aussi. exactement, ouais. Mhm. Parce que la maladie, quelle qu'elle soit, c'est un combat. Donc, et ça doit pas être, ça ne devrait plus être un tabou. Salut Donc, je Christophe l'ai pris Tabar. comme ça. Pour moi, c'était évident et je voulais pas faire du misérabilisme parce que cette fille, elle est à la fois handicapée, mais en même temps, elle est super forte, quoi. Peut-être bien plus forte que des gens qui ne le sont pas. Et ça, on vous laisse découvrir pourquoi dans le livre. Le titre, La nuit des fous, ça évoque la folie. Est-ce que c'est un sujet qui te passionne? Parce que j'ai l'impression. Parce que c'est aussi un sujet qui parle à de nombreuses personnes, qui est intrigant, qui est traité de plein de manières différentes. Est-ce que toi, c'est un sujet qui t'intéresse? Tu as parlé tout à l'heure hôpital psychiatrique, on va pas trop en dire non plus, mais on Mm. voit dans le titre, dans la scène mise en place, la reine, comme on dit, on est là-dedans, ça te passionne, tu as fait des recherches, ça te fait peur et tu t'es dit je vais quand même y aller parce que j'en ai besoin. Ça se passe comment quand on parle de ça? Alors, c'est la folie pour moi, c'est quelque chose alors que j'ai côtoyé de très près pour des raisons personnelles dans mon entourage. Euh, c'est à la fois totalement fascinant et en même temps totalement effrayant. Et justement c'est ce basculement entre les deux qui m'intéresse. Là, j'ai revu un reportage sur Netflix sur Ted Bundy. Euh, En fait, on le voit, enfin, on écoute les bandes audio quand il est interrogé, et en fait, il paraît totalement normal. Il justifie ses crimes de manière. Déjà, il n'est pas coupable, il considère qu'il n'est pas coupable. Donc, il y a une distorsion totale, c'est une façon de voir la réalité à travers un prisme totalement différent. Et moi, je trouve ça complètement fascinant. Je trouve pas ça fascinant d'être à la fois ici et en même temps totalement ailleurs, dans un esprit torturé et qui ne suit pas, entre guillemets, les règles de la normalité, quoi. Et la nuit des fous, c'est aussi un événement qu'on va vivre à travers les yeux de différents personnages. Je vous laisse découvrir pourquoi. Mais qu'est-ce que tu aimes dans cette manière de raconter les histoires? C'est un outil qui est génial. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a attiré là-dedans? Alors, ça m'est venu au fur et à mesure de l'écriture. C'est le 5 juillet 1975. En fait, moi, ce que j'aime, c'est quand tout bascule. Tout semble normal et à un moment donné, ça dérape. Et c'est cet instant qui dérape qui m'intéresse. Et cette nuit du 5 juillet 75, effectivement, elle est vue par plusieurs personnages de manière différente. Ils vont le vivre, cet événement avec leurs propres yeux, avec leur propre personnalité. Mentir ou pas mentir, peu importe,
c'était intéressant de voir cette nuit où tout bascule à travers de différents protagonistes. Ça m'est venu au fur et à mesure de l'écriture. J'anticipe jamais en fait au moment où je commence à écrire. Pas de plan. Non, euh, un peu quand même. Pour La Nuit des Fous, un peu. Et en fait, je m'en suis très vite dégagée parce que je me suis dit, si je vais suivre mon plan, je vais m'emmerder et je vais emmerder le lecteur. Donc, même si je garde une colonne vertébrale, j'adore partir dans des petites routes de campagne et me bousculer aussi. C'est là où je trouve qu'il y a le plus de créativité. Et alors, on est sur un thème philo, hein, la folie, la normalité. Christophe Tabar nous demande qu'est-ce que la normalité en réalité. Vous avez 3 heures. C'est aussi ça La qui t'a amusé normalité, c'est la dans ce société qui thème. veut bien définir la normalité. La normalité, ça n'existe pas en fin de compte. Il n'y a que la bascule avec le, le crime ou les actes de barbarie ou de. C'est là où, on sort de la normalité, mais tout le monde est normal quelque part. Et alors, on va pas vous dire quoi, mais le livre, il se termine par une note. Tu t'adresses aux lectrices et aux lecteurs, et on va pas dire pourquoi, mais en tout cas, ça marque les esprits. Ça a marqué les esprits des gens qui l'ont lu. On en entend parler, mais on dit pas quoi parce que ça, ce serait vraiment dommage. Ma question, c'est, tu n'es plus la même après avoir écrit ce livre? Ça fait du bien de dire ce qu'on a à dire. Tu l'évoquais tout à l'heure, crever l'abcès. Mais est-ce que toi, tu as changé en tant que romancière? Est-ce que la manière d'aborder le 4e, on va parler hein, de tes projets juste après, est-ce que ça a changé quelque chose d'écrire ce livre-là? En fait, j'ai longtemps hésité à écrire l'épilogue, la genèse du livre qui se trouve à la fin. J'ai longtemps hésité. Et je me suis dit, bon, si ça fait partie de ce livre, c'est l'origine du livre, donc il faut, même si ça peut déranger certains lecteurs, j'ai voulu le mettre, mais j'ai hésité. Je me suis dit, bon, ça fait pas partie du livre, mais en même temps, ça explique le livre. Ça, c'était une première chose, et j'ai oublié ta question. Est-ce que tu es la même romancière à la fin de ce livre qu'en le commençant? Alors, personnellement, je pense que ça m'a fait, oui, ce livre me fait avancer, au niveau de ma famille, cette espèce de chape de plomb que j'ai fait éclater, ça c'est bien. Après, je vais partir sur autre chose, mais j'arrive assez bien à rebondir. Encore une fois, la digestion, elle a été longue pendant 3 ans. Je pense que j'ai fait ce travail sur moi-même aussi, qui m'a permis voilà, d'écrire ce livre, hein, qui est presque la conclusion d'une évolution qui a duré pendant plusieurs années. Donc, je me sens saine. Je me sens saine et sereine. Et Thibaut conclut, si Anouk n'avait pas écrit cette fin, nous aurions raté un coup de cœur selon moi. Ces dernières pages, mon Dieu, ça a marqué les esprits. Une autre famille où tu arrives, c'est Récamier. On le voit là avec ce logo sur la couverture. Nouvelle maison, un projet ambitieux. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? C'est drôle d'ailleurs, tu vois, le parallèle entre cette histoire familiale et cette nouvelle aventure dans une autre famille, dans cette nouvelle maison d'édition. J'y vois un signe, en fait. Oui, Récamier, c'est une petite maison d'édition qui deviendra grande. À la tête, Céline Toulouse, Nora Barbara Abel qui rentre, qui est avec nous aussi, Karine Gébiel, on a Giordano, enfin on a quand même un certain nombre d'auteurs qui sont très très campés. Et donc voilà, c'est une nouvelle histoire familiale qui s'écrit, plus petite équipe, mais avec beaucoup de ressorts et beaucoup de dynamisme. J'aime bien.
Et puis, il y a les louves du polar. Ça aussi, c'est une famille. La meute continue son chemin et vient d'annoncer quelque chose. Et là, je sais que tu as envie de nous en parler. Il y a un concours dans l'air. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Est-ce que ça aussi, tu peux nous en dire un mot, le présenter? Parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes qui nous écoutent, que ce soit en live ou en replay, que Ouais. nous ont concocté les louves. Alors, les Louves, on vous a concocté un concours de nouvelles. Le dépôt des textes, c'est entre le 2 janvier et le 29 février, si je ne m'abuse, 2024. 20 000 caractères, espace compris, et la thématique, ce sera accro. Euh, donc, libre à vous de nous écrire les plus belles histoires de thrillers, des nouvelles courtes mais incisives. Et on espère avoir plein de textes pour pouvoir se les dispatcher et faire une sélection. Il y aura une remise de prix le 15 juin à Paris, chez Gibert. Donc, c'est un partenariat avec les librairies Gibert, mais également avec Bipolar. Et également un soutien idée carré qui nous fait tout ce qui est technique vidéo, parce que le prix sera remis en live, sera retransmis dans toutes les librairies de Gibert de France au moment où on remettra le prix et le trophée. Donc oui, je trouve que c'était une belle initiative sur laquelle on travaille avec Rosalie Lowy depuis plusieurs mois. C'est un gros job, mais voilà, c'est une manière aussi de montrer qu'on a une sensibilité et un savoir-faire pour juger des textes et puis surtout les promouvoir et peut-être découvrir de nouvelles plumes qui viendront nous rejoindre ou pas. C'est ouvert garçons et filles, hein, c'est pas du tout réservé aux filles, hein, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc, suivez les réseaux, les louves. Il y a de ça un peu partout, hein, sur YouTube, sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas, il y aura des infos, il y aura le règlement, il y aura tout ce que vous devez faire si vous avez envie de participer. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnera en juin. Mais mon petit doigt me dit que tu as repris l'écriture, et pas seulement mon petit doigt, puisque tu l'as dit aussi, on enchaîne avec quoi quand on sort d'un livre comme La Nuit des Fous? Moi j'ai vu sur ta bannière Facebook, il y avait déjà des indices. J'ai vu une petite photo là qui m'a donné un petit Ouais. peu des indices. On part sur quoi après La Nuit des Fous? Est-ce que tu peux déjà nous en dire un mot? Alors déjà, on abandonne quelque temps Jourdain, Noémie, je les mets un petit peu de côté. On part en Savoie, on part dans l'univers du sport extrême, speed riding, windsurf. Euh, on est dans la montagne, on est dans le brouillard, on est dans un univers extrêmement angoissant et oppressant. Euh, on va être sur un tueur en série en fait. Je suis en train de rentrer dans la peau et dans sa tête, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'écrire. Pour l'instant, je suis en phase de recherche. Je rencontre des journalistes de faits divers, donc qui me donnent aussi des indices à savoir comment eux mèneraient leur propre enquête. Parce que en fait, c'est une journaliste qui va mener son enquête personnelle, puisqu'elle va chercher sa sœur qui a disparu. On reste dans le Voilà. thriller. Ah oui. Ah bah oui, pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes, j'ai envie de te dire. Bah, oui, alors en même temps, je ne sais pas, en blanche, je ne sais pas ce que je pourrais écrire. Tu as J'ai déjà parfois pensé? des idées, mais je me dis, ça va pas faire 200 pages, quoi. J'ai hâte de découvrir ta comédie de Noël. Vraiment. Ça Ah oui, pourrait être parce que très alors, bien. pour l'année prochaine, effectivement, je suis sur un collectif. C'est, alors, c'était l'amour filial, sur lequel on travaille avec Caroline Viala et plusieurs auteurs pour sortir un recueil de nouvelles au moment de Noël l'année prochaine. Cette année, c'est l'amour fou. L'année prochaine, ce sera l'amour filial.
En tout cas, sport extrême, on fait un petit coup de neuf dans les personnages, on sera au plus proche d'un tueur, ça promet, pour ce livre. Mais je te souhaite le meilleur dans l'écriture, je sais que c'est toujours Merci. très 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 intense. D'ailleurs, bah, si le génie de la boîte t'accordait un vœu pour terminer cette soirée ensemble, pendant qu'on regarde où on va aller après, si le génie de la boîte t'accordait un vœu, tu lui demanderais quoi? Tout est possible, on a du budget. Ce soir, j'ai du budget. Ceci dit, ça n'arrivera peut-être pas vraiment. C'est pour se faire plaisir. Ah, juste être heureux, c'est bien. Ça couvre tout. Et puis la question traditionnelle, elle va parfois avec. Imaginons que cette boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves toi quand tu avais une dizaine d'années, ou 15, ou 18, t'as le choix. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Profite. Un mot. Mais c'est un Profite, mot. mais fais attention. Il y a deux trois embûches sur le chemin, mais au final, ça se passe bien. Non, mais j'ai bien profité de moi. Enfin, je dis ça, mais j'ai très, très, très bien profité de ma jeunesse. Je ne regrette absolument rien. Je n'ai aucun regret, aucun remords, et c'est déjà pas mal. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de te remercier pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Ben, déjà, merci. Je ne sais pas combien on était ce soir, mais en tout cas, on a passé un super moment. Merci Frédéric. Et puis, bon courage aussi pour la suite de ton écriture, retravail. Et puis, je vous souhaite bah, à tous de très bonnes fêtes. Voilà. En lecture aussi. Et si vous cherchez quoi mettre sous les sapins pour aider le Père Noël, là vous avez sur le côté, là vous voyez une couverture, La Nuit des Fous, c'est Anouk Schutterberg qui était avec nous. Ça m'a fait un plaisir fou de t'accueillir parmi nous. Et puis tu reviens nous parler des sports extrêmes, tout ça, j'espère. On Ouais, verra je vais un de travailler tes là-dessus. sorts. Je vais peut-être monter en montagne là, pour justement me remettre au ski. Et... Voilà. C'est quelque chose que tu connais, ça. Tu m'as dit, t'es Oui, sur oui, les bah, lattes depuis je toute suis petite. jurassienne, donc moi j'étais sur les skis à 4 ans, hein, donc je connais un petit peu. Par contre, les sports extrêmes, je les ai pas trop pratiqués pour des raisons physiques, de problèmes de dos. Mais voilà, je vais me plonger là-dedans. Je vais plonger